Donc, bonjour tout le monde, chère audience. J'ai l'honneur et le plaisir d'entamer ce 25e congrès de la Société marocaine de cardiologie par cette session de jeunes cardiologues qui a comme thématique cette année les MINOCA ou les infarctus du myocarde à coronaire saine, ou plutôt non obstructif. À travers un cas clinique documenté, je traiterai la dissection coronaire. Donc, il s'agit d'un monsieur de 57 ans ayant comme facteur de risque cardiovasculaire un tabagisme chronique actif à raison de 40 paquets années et un diabète de type 2 sous ADO depuis 2 ans. Il n'a pas d'antécédent pathologique particulier. C'est un monsieur qui s'est présenté aux urgences à AS6 d'une douleur infarctoïde typique. L'examen clinique à l'admission était sans anomalie. Son ECG qui s'inscrit en rythme sinusal montre un sus-décalage du segment ST en antérosepto-apical. Le TT réalisé en milieu de soins intensifs a objectivé des troubles de la cinétique segmentaire avec une FEVG qui est cancérée. Les troponines récupérées a posteriori étaient à 100 fois la normale. Le diagnostic le plus probable est celui d'un SCAI-ST+, en antérosepto-apical. La question est, si l'on ne disposait pas d'une salle de cathétérisme, est-ce qu'on a le droit de thromboliser ce patient? Je pense que la majorité va logiquement répondre oui. On verra par la suite. Donc, notre patient est acheminé en salle de cathétérisme. Je vous laisse quelques secondes pour analyser ces boucles. Donc, à la choro, on tombe sur un trait de dissection de l'IVA proximale, alors que l'artère circonflexe et la coronaire droite étaient indemnes de lésions significatives. Donc, 5 critères angiographiques, qui ne sont pas forcément tous présents, posent le diagnostic d'une dissection spontanée des artères coronaires. L'absence de lésions athéromateuses sur l'ensemble de la coronaire, ce n'est pas le cas pour notre patient. Bien que minime, il existe des irrégularités dues à de l'athérosclérose. La visualisation du flap endoluminal qui signe la rupture de l'intime. La stagnation de produits de contraste dans le faux chenal. Et classiquement, la dissection est bordée par la naissance des branches filles. En effet, les zones de bifurcation qui sont plus solides empêchent l'extension longitudinale de l'hématome et de la dissection. Enfin, la réduction lisse du diamètre luminal, évocateur d'une compression extrinsèque par l'hématome. Donc, la dissection coronaire se définit par une séparation des différentes couches de la paroi artérielle coronaire avec ou sans déchirure de l'intime, créant un faux chenal avec de l'hématome intramural qui comprime le vrai chenal et provoque de l'ischémie myocardique. La dissection spontanée est définie comme une dissection non athéroscléreuse, non iatrogénique et non traumatique. Donc, pendant longtemps, et probablement encore aujourd'hui, ce diagnostic a été sous-estimé. Les rapports initiaux rapportent une prévalence de l'ordre de 0,2 à 1%, des chiffres loin de la prévalence réelle. Sur la base des données modernes, il est probable qu'une estimation plus précise de la prévalence soit donc de l'ordre de 2 à 4%. L'incidence de la dissection chez les femmes jeunes a davantage été explorée. Cette pathologie touche en effet typiquement les femmes entre 45 et 55 ans, selon les données de la littérature. Dans une série canadienne et une autre japonaise, portant sur des femmes de moins de 50 ans ayant présenté un syndrome coronarien aigu, la prévalence était respectivement de 24 et 35%. Le cas particulier de la femme enceinte doit être abordé. Dans les premières séries publiées, jusqu'à 40% des dissections survenaient lors de la grossesse ou en postpartum. Toutefois, il semble aujourd'hui que ce chiffre est largement surestimé. Dans les séries récentes, la dissection spontanée liée directement à la grossesse représenterait environ 10% des cas. En 2015, l'équipe de Jacqueline Sow à l'Université de Vancouver au Canada a publié un travail issu d'une série prospective multicentrique. Ce travail nous donne des renseignements précieux sur les facteurs favorisants et prédisposants. Sur les 750 cas étudiés, plus de 50% des cas, on retrouve un stress psychologique. Et dans un tiers des cas, on retrouve un effort physique intense, type port de charge lourde ou effort similaire. Dans cette série, bien que la dysplasie fibromusculaire n'ait pas été systématiquement recherchée chez tous les patients, un tiers environ avait une dysplasie fibromusculaire avérée. Et il est probable que ce chiffre ne ferait que monter si le screening se fait plus généralisé. Donc il faut aller chercher cette dysplasie fibromusculaire, surtout chez les femmes jeunes sans facteur de risque. Deuxième élément, les maladies associées.
les maladies inflammatoires systémiques dans 5% des cas et les conjonctivites dans 4% des cas. La classification angiographique la plus couramment utilisée est celle proposée par Jacqueline Sow et son équipe. Le type 1 correspond à l'aspect pathognomonique de rupture intime. Le type 2, qui est le plus fréquent, correspond à une sténose diffuse avec des changements abrupts du calibre artériel. Le type 3 décrit une sténose focale mimant de l'athérosclérose et nécessitant souvent le recours à une imagerie intracoronaire pour confirmer le diagnostic. Il faut dire qu'une atteinte prédominante de l'IVA et de ses branches a été rapportée dans la plupart des séries. La coronarographie reste l'examen de première ligne et la grande majorité des cas sont diagnostiqués par la coro. Les techniques d'imagerie intracoronaire sont réservées aux cas ambigus ou présentant des limites à la coro. Un coroscanner normal ne devrait pas éliminer une dissection coronaire, mais peut être une option intéressante pour le suivi des patients traités médicalement. Donc, qu'en est-il de la prise en charge? Que disent les données actuelles? Faut-il revasculariser ou opter pour un traitement conservateur? Si c'est le cas, quel traitement médical? Comment surveiller et quand contrôler? Donc, en l'absence de données scientifiques de grande qualité sur la prise en charge des dissections spontanées des artères coronaires, les recommandations actuelles sont basées sur des consensus d'experts issus de séries d'observations. Selon les données disponibles, à l'exception des profils de patients jugés à très haut risque, la prise en charge initiale devrait être la plus conservatrice possible. Les études actuelles suggèrent qu'une cicatrisation pariétale spontanée a été retrouvée chez 90% des patients traités médicalement. Le timing approprié des contrôles angiographiques est également débattu, mais étant donné que le taux de cicatrisation est nettement plus élevé dans le groupe où le contrôle angiographique a été réalisé après 5 semaines, comparé au groupe où les cours de contrôle ont été réalisés au cours des 3 premières semaines, il paraît plus logique d'attendre au moins 1 mois pour espérer une cicatrisation. Les résultats médiocres des stratégies de revascularisation font de l'approche conservatrice un choix plus raisonnable. Les études publiées montrent un risque accru de complications liées à la difficulté technique de la réalisation de l'angioplastie ou du pontage. Dans des séries canadiennes, le succès de l'angioplastie n'a été obtenu que chez 64% des patients et seuls 30% ont maintenu des résultats durables lors du suivi à long terme. Dans de larges séries de la Mayo Clinic, sur les 2 tiers des patients ayant bénéficié d'une angioplastie, le taux de succès n'était que de 57%, avec un taux de complication relativement élevé. De plus, la stratégie de revascularisation n'a pas démontré de bénéfices en termes de récidive et de réintervention. Techniquement délicate, l'angioplastie peut se compliquer de dissection iatrogène, d'extension de l'hématome intramural, de passage du guide dans le faux chenal ou de malapposition de stent après résorption de l'hématome, augmentant le risque de resténose et de thrombose intrastente. La chirurgie de pontage reste également difficile à réaliser en raison des difficultés d'anastomose sur des parois fragiles et disséquées. Sur la base de ces données, plusieurs algorithmes ont été proposés pour la prise en charge des dissections spontanées des artères coronaires. Les plus récents sont ceux du Collège américain de cardiologie en 2019 et plus récemment celui de la Société européenne de cardiologie en 2020. Ces algorithmes convergent sur le fait que la décision de traiter médicalement ou de revasculariser doit être individualisée et basée d'abord sur des critères cliniques et puis angiographiques. Ainsi, une minorité de patients jugés à haut risque cliniquement ou angiographiquement fera l'objet d'une revascularisation. La vaste majorité de ces patients va être traitée médicalement. Toutefois, la stratégie médicale optimale reste à ce jour très discutée en l'absence d'études randomisées. De nombreux cas publiés ont rapporté que la thrombolyse peut entraîner une extension de la dissection et même une rupture coronaire, voire une tamponade. Par conséquent, les données actuelles indiquent que la thrombolyse est contre-indiquée. Le bénéfice des traitements anticoagulants et anti-agrégants plaquettaires est controversé. La double anti-agrégation plaquettaire n'est pas recommandée en l'absence de revascularisation et il est habituellement prescrit un traitement par aspirine ou en monothérapie. La durée optimale reste inconnue. Certains auteurs préconisent l'aspirine à vie, alors que d'autres remettent en question cette approche. L'anticoagulation n'a pas de place dans le traitement conservateur et les données actuelles suggèrent qu'il devrait être arrêté une fois le diagnostic de dissection posé et devrait être limité à l'administration au cours du geste en cas de revascularisation.
L'instauration d'un traitement bêta-bloquant semble faire consensus. À part leur effet pariétal et sur les troubles de rythme, il a été démontré que les bêta-bloquants limitent l'aggravation initiale et le risque de récidive à distance. Par contre, il n'existe pas de consensus sur l'intérêt des IEC ou des ARA2 dans les dissections coronaires. Quant aux statines, en dehors des patients athéromateux à haut risque cardiovasculaire, leur utilisation n'a pas montré de bénéfice. Bien au contraire, une étude rétrospective de 87 patients a trouvé un taux de récidive plus élevé chez les patients qui étaient sous statine. Et on estime qu'un patient sur 10 va récidiver dans les années qui suivent. Je reviens rapidement sur le cas de la femme enceinte pour dire qu'en l'absence de consensus, la plupart des cliniciens découragent la grossesse chez les femmes ayant un antécédent de dissection spontanée des artères coronaires. Donc notre cas illustre l'intérêt de traiter médicalement les patients stables qui ne présentent pas de critères de haut risque clinique ou angiographique. Chez notre patient, on a opté pour un traitement conservateur. Le patient a été mis sous aspirine et sous bêta-bloquant. Le contrôle angiographique réalisé à distance montre une disparition du trait de dissection. Donc, si je devais résumer la dissection spontanée des artères coronaires en 4 points essentiels, je dirais que c'est une pathologie qui touche surtout la femme jeune et qui est responsable d'un tiers des cas d'infarctus des femmes de moins de 50 ans, que le diagnostic fait souvent appel à la choro et la grande majorité des patients cicatrisent spontanément, et que la revascularisation est réservée aux patients sélectionnés jugés à haut risque. Enfin, quand est-ce qu'on devrait y penser, surtout si on devait prendre la décision de thromboliser le malade? Selon les données actuelles, il faut évoquer une dissection coronaire devant un syndrome coronarien aigu chez les femmes jeunes ou en période de péripartum, sur un terrain inflammatoire ou de dysplasie fibromusculaire, et puis dans un contexte de stress physique ou émotionnel en l'absence de facteurs de risque classiques. Mais attention, le profil épidémiologique est en train de changer. La dissection spontanée touche également les hommes âgés et ayant des facteurs de risque cardiovasculaires. Pour conclure, il faut dire que de la physiopathologie passant par le traitement et jusqu'au suivi, plusieurs questions restent jusqu'à présent sans réponse claire. Je vous remercie. Collègues, permettez-moi d'enchaîner ma présentation sur le spasme coronaire. On va commencer par une introduction, suivie d'une présentation d'un cas clinique, une définition du vasospasme, les différents mécanismes physiopathologiques, les différents critères de diagnostic positif et de diagnostic de gravité, et on va terminer par un chapitre thérapeutique. Le vasospasme est une affection rare dans le cadre liminoque, cause sous-estimée d'arrêt cardiaque, avec des divers mécanismes physiopathologiques. Le traitement repose essentiellement sur les dérivés nitrés et les inhibiteurs calciques. Et le recours à l'angioplastie et le défibrillateur implantable se fait de cas par cas. On commence par une présentation d'un cas clinique d'une femme de 59 ans, ayant comme facteur de risque cardiovasculaire l'âge, la ménopause et la dyslipidémie, qui souffrait d'une angine de poitrine intermittente depuis 1 mois, admise dans notre formation pour prise en charge d'un syndrome coronarien ST négatif à troponie positif. Son examen cardiovasculaire était normal et son hémodynamique était conservée. Voici son électrocardiogramme. On a réalisé une exploration coronarographique ayant objectivé une sténose très serrée d'une branche diagonale, une sténose serrée de l'uvea moyenne avec une occlusion de l'uvea distale, avec une sténose très serrée du premier segment de l'IVP. Lors du même examen, on a injecté du résorbant intracoronaire ayant permis une résolution complète de la sténose de l'ivea et de la diagonale. Donc, on a conclu un diagnostic du vasospasme coronaire. Le soir, la patiente a présenté un syndrome coronarien ST+ en inférieur résolutif après injection du résorbant à la STAP de CCR. On a réalisé un contrôle coronarographique revenant en faveur d'un réseau coronaire angiographiquement normal. Donc, on a mis la patiente sous un inhibiteur calcique diltiazème 120 mg par jour, avec 2 dérivés nitrés, mononitrate désosorbite 20 mg un comprimé x3 par jour, avec inhalation de natispray 2 bouffées à la demande 6 douleurs.
L'évolution clinique était favorable sous traitement médical et la patiente n'a pas objectivé de troubles de rythme ou de conduction à la surveillance télémétrique. Un mois après sa sortie, la patiente a reconsulté pour douleurs thoraciques de même caractéristiques et s'est présentée aux urgences, malheureusement en arrêt cardiaque non ressuscité. Aucune cause de décès a été élucidée à part son vasospasme connu. Maintenant, on arrive au chapitre de définition. C'est quoi le vasospasme coronaire? L'angor spastique est caractérisé par des épisodes récurrents d'angor de repos associés à des modifications électriques transitoires du segment ST de 0,1 mV, un sous-décalage ou bien un sus-décalage. Par conséquent, cela va entraîner une ischémie myocardique associée à une douleur thoracique, un angor instable, un syndrome coronarien aigu, une arythmie et dans certains cas, la mort subite. La prévalence du vasospasme varie de 6 à 14%, avec une prédominance chez le sexe féminin, avec peu de facteurs de risque cardiovasculaire. À noter que le vasospasme, surtout multivaisseau, est plus fréquent chez la population japonaise avec un pourcentage de 23% que la population caucasienne avec un pourcentage de 7,5%. Le spasme coronaire est défini comme une réponse vasoconstrictrice coronaire anormale à un stimuli extérieur. Plusieurs mécanismes ont été élaborés, en particulier l'hypercontractilité des cellules musculaires lisses vasculaires, la dysfonction endothéliale, la carence en magnésium, l'inflammation de bas grade, l'altération de la réponse du système nerveux autonome, le stress oxydatif et des variables qui pourraient être modifiées par des facteurs génétiques. Tous ces mécanismes sont déclenchés par plusieurs facteurs déclenchants. À titre d'exemple, l'hyperventilation, le stress mental, la consommation du tabac, l'alcool et de la cocaïne. Pour la présentation clinique du vasospasme, est une douleur qui est angineuse, au repos, sensible en nitrate, en particulier la nuit ou de bonne heure. La douleur est similaire à l'angine d'effort, mais il est plus sévère, prolongé, accompagné généralement par des nausées, des vomissements et parfois des syncopes. Mais dans 67% des cas, ces épisodes ils sont asymptomatiques, sans symptômes subjectifs. Pour les critères de diagnostic positif, il implique 3 considérations. Les manifestations cliniques classiques de l'angine spastique, qu'on vient de dire, la documentation électrocardiographique de l'ischémie myocardique au cours des épisodes spontanés, la démonstration d'un spasme coronaire généralement qui se fait par test de provocation à l'acétylcholine. Pour ce test de provocation, il est généralement indiqué quand le spasme coronaire est suspecté sans l'avoir documenté. En particulier en cas d'angor de repos avec variation nictémérale sans lésion coronaire avec une réponse rapide et efficace à la nitrate, mais aussi dans le cas d'un syndrome coronarien aigu sans lésion coupable, un arrêt cardiaque ressuscité inexpliqué, une syncope avec douleur thoracique ou bien une douleur thoracique récurrente malgré un succès d'angioplastie. Dernièrement, en 2020, une étude sur 14 000 patients a été élaborée qui a montré l'intérêt de l'échographie d'ergonovie dans le diagnostic du vasospasme. Une ligne intraveineuse est placée dans le haut de bras avec une surveillance étroite de la tension artérielle et des modifications électriques à l'ECG. On injecte 50 microgrammes à 100 microgrammes d'ergonovine et on enregistre les dérivations, 12 dérivations à l'ECG, chaque injection avec surveillance des mouvements de la paroi du VG à l'échographie. Les anomalies généralement du mouvement du mur régional sont décrites comme tout segment dyskinétique, akinésique ou hypokinésique. Les critères de positivité de ce test, c'est l'apparition d'une élévation ou bien d'une dépression transitoire du segment ST avec des mouvements du mur régional qui sont réversibles montrés sur l'échographie bidimensionnelle. Pour les critères de fin de ce test, sont une réponse positive selon les critères de CG ou bien électrocardiographique, une dose cumulée de 350 microgrammes d'ergonovine ou développement d'une arythmie ou bien une HT amaline supérieure à 200 sur 90 mm de mercure. À la fin du test ou lors d'une réponse positive, on va injecter un dérivé nitré, une nitroglycérine en bolus ou en sublingual. On peut même administrer la nifedipine pour éventuel effet retardé de l'ergonovine. Maintenant, on arrive au chapitre du diagnostic de gravité. Pourquoi le vasospasme est grave?
Le vasospasme est grave car le risque de MACE est augmenté chez les patients présentant un vasospasme. Ce risque augmente généralement si le vasospasme est associé à un syndrome coronarien aigu, avec un risque de 28%. Le risque de récurrence d'un IDM est aussi élevé avec un pourcentage de 10%. Le taux de décès en intra-hospitalier il n'est pas, comment dirais-je, il est non négligeable de 5% par rapport aux autres étiologies de myocarde. L'arrêt cardiaque soudain est associé à plusieurs facteurs de risque, tels l'âge, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, l'antécédent familial de mort subite, un spasme multivaisseau et surtout le spasme de l'IVEA, ce qui est le cas de notre patient. Dans certains cas, même sous traitement médical optimal, 6,1 des patients souffrent d'arythmie ventriculaire nécessitant un défibrillateur implantable. On arrive maintenant au chapitre de traitement qui repose sur 3 volets, le changement du style de vie, le traitement pharmacologique et le traitement interventionnel, l'angioplastie ou bien le défibrillateur. Pour le changement du style de vie, on va lutter contre les facteurs déclenchants qu'on vient de détailler dans le chapitre de physiopathe, arrêt du tabac, contrôler l'HTA, lutter contre l'obésité, un équilibre glucidique et lipidique et lutter contre le stress. Le traitement médical repose essentiellement sur les dérivés nitrés et les inhibiteurs calciques qui vont lutter contre l'hyperréactivité du stylo musculaire lisse et engendrer une vasodilatation et ainsi augmenter le flux coronaire. La statine peut aider dans la restauration de la fonction endothéliale. Pour les antagonistes de l'alpha-adrénergique ou bien les inhibiteurs de la roquinase et la nicorandine, ils ont prouvé un intérêt dans le traitement de l'angine vasospastique réfractaire. En 2020, une équipe italienne a élaboré l'intérêt de la ranalousine dans le traitement du vasospasme. La ranalousine est un dérivé de la piperazine approuvé comme un anti-angineux dans la maladie coronaire stable. Il bloque la fin du sodium courant et empêche ainsi l'augmentation du calcium cytosolique et donc diminue la tension de la paroi myocardique pour améliorer le flux coronaire. Pour l'angioplastie, elle est généralement bénéfique chez les patients qui présentent des symptômes réfractaires au traitement médical, lorsque le spasme il est focal, il est sévère ou bien occlusif, et le risque de resténose est généralement majeur. Pour le défibrillateur implantable, malgré parfois des bons résultats sous traitement médical, 6,1 des patients qui vont souffrir d'arythmie ventriculaire à long terme nécessitent l'implantation d'un défibrillateur comme un outil considérable pour améliorer le pronostic à long terme, réduire le taux de décès et surtout en association avec un traitement médical optimal. Pour les take-home messages, l'angine spastique est une entité sous-estimée et grave. Le scénario clinique est extrêmement variable et va de l'angine légère aux résultats dramatiques. De nombreux mécanismes physiopathologiques ont été évoqués. Le diagnostic est généralement fait sur des bases empiriques plutôt que sur la démonstration d'un vasospasme avec acétylcholine. Et les nitrates et les inhibiteurs calciques sont efficaces dans le traitement médical. Ce qu'on a appris dans notre cas clinique, c'est que le vasospasme tue et donc on doit être plus vigilant et même agressif dans notre prise en charge thérapeutique, avec une surveillance plus étroite chez les patients présentant plusieurs facteurs de risque prédisposant d'arrêt cardiaque. Merci pour votre attention. Permettez-moi, chers maîtres et chers auditeurs, de vous présenter donc un travail sur l'embolie coronaire. Donc, durant cette présentation, en abordant quelques cas cliniques et observations médicales, nous tenterons de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'embolie coronaire? Comment faire son diagnostic? Et quelles sont ses étiologies? Quelles implications thérapeutiques? Donc, nous retiendrons comme définition que l'embolie coronaire est une embolisation de matériel. Ça peut être des emboles thrombotiques ou non thrombotiques au sein d'un arbre artériel coronaire sans maladie athéromateuse manifeste. Il s'agit d'une étiologie rare de syndrome coronarien aigu. Entité du syndrome Minoka, elle s'inscrit parmi ces mécanismes microvasculaires. Alors, je fais une petite définition rapide du syndrome de Minoka. Donc, il s'agit d'un syndrome aux causes diverses caractérisé par des signes cliniques d'IDM
avec des artères coronaires normales ou presque normales à la coronarographie. Sa prévalence est de l'ordre de 8,8% de l'ensemble des syndromes coronariens aigus. Il se présente en 33% des cas sous forme de syndrome coronarien avec un sus-décalage. Donc, les critères pour retenir le syndrome Minoka. Donc, le diagnostic du Minoka est posé immédiatement après une coronarographie. Il repose sur les critères universels de l'IDM, à savoir une augmentation ou une baisse de la troponine, avec des symptômes d'ischémie ou une modification électrique ou de nouvelles anomalies de contraction myocardique. Bien sûr, en l'absence de lésions coronariennes obstructives et sans explication clinique pouvant expliquer le tableau clinique. Donc, ainsi, l'histoire clinique, l'ECG et l'écho, ainsi que la coronarographie, permettent de délimiter deux types de modèles. Donc, le modèle épicardique, quand il y a des anomalies de mouvement de la paroi épicardique limitées à un seul territoire, tandis que le modèle microvasculaire, quand les anomalies de mouvement de paroi sont étendues au-delà du territoire d'une seule artère. Sans plus tarder, je vous présente le cas d'une patiente de 80 ans, donc ayant comme antécédent un cancer du sein localisé et traité, et comme facteur de risque cardiovasculaire, une HTA et une dyslipidémie. Donc, c'est une patiente qui s'est présentée à l'hôpital régional avec une sensation d'étau thoracique. Donc, à l'ECG retrouve une FA rapide nouvellement diagnostiquée avec un sous-décalage du segment ST en inférieur et en antérolatéral. La troponine est revenue à 100 fois la normale et la patiente a été traitée comme syndrome coronarien ST- haut risque. Une coronarographie a été réalisée et a objectivé une anomalie au niveau du tronc commun gauche s'étendant dans l'ostium de la circonflexe gauche. L'aspiration manuelle via un cathéter de thrombectomie a récupéré une masse fibreuse rose provenant de la bifurcation. La coronarographie post-aspiration n'a pas montré de lésion coronaire, comme vous le voyez. La masse récupérée correspondait bel et bien à une embolie. Et l'ETT a montré un bon fonctionnement du VG et l'évolution clinique était favorable. Alors, il s'agissait bien d'une embolie coronaire sur une FA récente, s'inscrivant parmi les cardiopathies emboligènes, l'une des étiologies les plus communes de l'embolie coronaire. Ceci dit, c'est un tableau qui est assez rare du fait, donc la rareté des embolies coronaires, elle est attribuée à la discordance de calibre entre l'aorte et les artères coronaires. La situation des artères coronaires à la base de l'aorte, immédiatement au-dessus de la valve aortique, les artères coronaires qui naissent à angle droit, l'importance et la rapidité du flux à ce niveau-là, et le remplissage de coronaire qui se fait en diastole. Donc, je vous présente également donc, le cas d'un patient de 49 ans ayant de multiples facteurs de risque cardiovasculaire. Il est tabagique actif, a un antécédent familial d'AVC, un âge précoce, une maladie hématologique, donc qui s'est présenté avec une douleur thoracique liée à un syndrome coronarien ST positif en antéro-postérieur et inférieur. Il a été admis directement en salle de cathétérisme à H8 du début de sa douleur. Et comme vous le voyez ici, la coronarographie a objectivé un grand thrombus mobile du tronc commun, sans lésion sous-jacente et sans occlusion aiguë, avec une occlusion de l'IVA, comme vous le voyez, avec la flèche verte, sur une artère par ailleurs lisse. Une angioplastie du tronc commun avec une angioplastie de l'ostium du tronc commun avec une thrombectomie sans stent a été réalisée avec succès. Mais notez que malgré la reperfusion angiographique, le sus-décalage du segment ST est resté persistant, très probablement lié à une embolisation massive de tout l'arbre coronaire. Donc, une ETO a été réalisée dans le cadre du bilan étiologique et a montré un anévrisme du septum auriculaire avec un foramen ovale perméable sans chaîne visible au Doppler, mais avec donc une épreuve de contraste positif. Une TVP a également été objectivée grâce à l'écho-Doppler du membre inférieur et une recherche de thrombophilie a été négative. Ainsi, on retient l'étiologie d'embolie paradoxale. Il s'agit vraisemblablement d'une embolie coronaire par persistance de foramen ovale perméable. Donc, qui, contrairement au CIA, il ne s'agit pas d'un manque de substance, mais plutôt d'un défaut d'accolement des deux membranes, septum primum et secundum. Ainsi, devant un tableau d'embolie coronaire et pour pouvoir parler d'embolie paradoxale, il faudra avoir les critères suivants. La preuve d'une embolie artérielle en l'absence d'une source dans le cœur gauche, une source d'embolie dans le système veineux
et une communication entre la circulation veineuse et artérielle. Ici, vous voyez donc une épreuve de contraste réalisée par ETT et qui montre à gauche donc quelques bulles, un passage de quelques bulles au niveau donc des cavités gauches, tandis que le passage est plus massif à droite. Ici, une ETO qui montre donc où on doute sur un anévrisme du septum, et là il y a un passage comme vous le voyez. Sur une étude récente, la prévalence de l'IDM subclinique à l'IRM cardiaque chez des patients ayant présenté un AVC ischémique avec un foramen ovale perméable documenté était de l'ordre de 10,8%. Vous voyez donc que c'est assez fréquent. Cette imagerie montre donc des lésions d'ischémie sur l'IRM. Par ailleurs, diverses études montrent qu'il n'y a pas plus de foramen ovale dans la population ayant présenté un syndrome Minoka que dans la population générale, et que cette prévalence était autour de 1 personne sur 4. Se pose alors la question de la prévention secondaire. Il faut savoir qu'en ce qui concerne l'embolie paradoxale, il n'y a pas de consensus à ce jour concernant la fermeture percutanée de FOP comme prévention secondaire de l'embolie coronaire. Ceci dit, les dernières études, notamment l'étude CLOSE et l'étude REDUCE, plaident en faveur de la fermeture du FOP comme prévention secondaire de l'AVC cryptogénique, donc avec un taux de récidive d'AVC plus faible par rapport à un traitement antiagrégant seul. Cependant, la fermeture du FOP expose aussi à plus de fibrillation atriale. Donc à droite, vous voyez un dispositif d'Emplatzer. C'est justement ce dispositif d'Emplatzer qu'on a mis chez ce patient, et on a réalisé une ETO avec une épreuve de contraste, et on voit bien que le dispositif est bien étanche. Je voudrais également vous parler du score d'Europe. Donc, c'est un score qui a été initialement développé en 2013 pour les AVC cryptogéniques liés, donc pour évaluer si l'AVC cryptogénique était lié à un foramen ovale ou non, et évaluer également le risque de récidive d'AVC ou d'AIT à 2 ans. Le seuil identifié comme cliniquement significatif dans une étude observationnelle était de 7 points sur 10. Se pose alors la question, est-ce qu'on peut extrapoler? Il faut savoir que les CIA avec shunt droit-gauche important et les FOP présentant un anévrisme du septum interauriculaire sont les plus à risque et devront être fermés. La présence également d'une valve de Stachy proéminente ou la persistance d'un réseau de Chiari ont tendance à augmenter le risque d'embolie paradoxale. Ainsi, vous l'aurez bien deviné, donc les deux principales étiologies de l'embolie coronaire sont les cardiopathies emboligènes et l'embolie paradoxale, mais il y a également les thrombophilies héréditaires et acquises et les emboles non thrombotiques telles que les tumeurs, les végétations, les calcifications et les bulles d'air. Donc, concernant la thrombophilie, c'est un facteur à rechercher systématiquement en cas d'embolie. Ici, une méta-analyse qui décrit la prévalence des troubles de la coagulation chez les patients ayant présenté un syndrome Minoka. Il faut savoir que 14% des patients présentent une thrombophilie héréditaire, majoritairement à type de résistance à la protéine C activée. Ensuite, viennent les déficits en protéine C et déficits en protéine S. Il faut également noter que les thrombophilies acquises devraient être considérées comme les syndromes antiphospholipides et les syndromes myéloprolifératifs, bien que ceci n'ait pas été étudié de façon systématique dans les syndromes Minoka. Alors, les végétations. La végétation est une masse mobile fixée sur l'endocarde valvulaire ou sur une prothèse mécanique qui se constitue lors des endocardites infectieuses. Cette végétation peut emboliser et être à l'origine d'AVC ischémique, d'anévrisme mycotique et d'embole septique. Il a également été décrit des cas d'embolie coronaire sur végétation. Donc, ce risque devient notable lorsque celle-ci mesure plus de 10 mm. Et le diagnostic peut malheureusement être difficile quand le diagnostic d'endocardite infectieuse n'a pas été fait avant l'événement ischémique. Donc, sur cette image, on voit la coronarographie d'un patient de 73 ans ayant un antécédent de remplacement valvulaire aortique et qui, 8 mois après son remplacement, présente un syndrome coronarien aigu. Les flèches noires, comme vous le voyez, indique un défaut de remplissage à travers la bifurcation de la coronaire gauche, avec donc s'étendant
dans l'IVA et dans la circonflexe. Il s'agit là d'une végétation qui a embolisé et qui occlut partiellement la bifurcation du tronc commun. L'étiologie des tumeurs cardiaques, bien que ceci soit rare, les myxomes, mais c'est surtout les fibroélastomes papillaires, troisième tumeur cardiaque les plus fréquentes, qui est à l'origine de complications emboliques graves. Donc, son aspect échocardiographique un peu chevelu est assez évocateur, souvent comparé à celui d'une anémone de mer. Il ne faut pas oublier l'iatrogénicité. Donc, je vous cite comme exemple le cas d'un patient admis au cath lab pour une dilatation d'une sténose longue de la circonflexe, comme vous le voyez, donc de la circonflexe proximale, et dont l'angioplastie se complique d'une embolie gazeuse sur le territoire de l'IVA suite à l'injection accidentelle de bulles d'air. Heureusement, le spasme fut levé grâce à l'administration de nicorandil. Je conclus par cette méta-analyse qui porte sur 232 cas uniques avec plus de 190 publications et qui porte les conclusions suivantes. Donc, les patients présentant une embolie coronaire sont 15 à 20 ans plus jeunes que les patients atteints d'IDM traditionnels, avec une légère prédominance pour le sexe masculin, une prévalence relativement élevée de la fibrillation atriale et de la pathologie valvulaire, en particulier l'endocardite. Donc, la localisation, dans 52% des cas, c'est surtout l'IVA qui est concerné, 17% dans la coronaire droite et la circonflexe, et 10% ça touche malheureusement le tronc commun. La mortalité est également nettement plus élevée chez les patients qui ne reçoivent pas le traitement ciblé pour l'embolie coronaire, en particulier si seuls les agents antimicrobiens et anticoagulants sans agents thrombolytiques. Donc, je conclus, l'embolie coronaire est une cause rare de syndrome coronarien. Elle devra être évoquée devant un syndrome coronarien à coronaire saine. Le traitement doit être individualisé et se concentre principalement sur les multiples facteurs, notamment les caractéristiques du patient, l'heure de présentation, la présence ou non d'autres sites emboliques. Et il faut noter que c'est la thrombectomie mécanique qui est le pilier du traitement, suivi d'une angioplastie. Merci. Donc, je tiens tout d'abord à remercier la SMC et professeur Aouad dans sa qualité de présidente de m'avoir permis ce jour de vous faire cette présentation. Donc, dans l'item MINOCA et diagnostic différentiel, moi, je vais vous parler de la myocardite. Alors, selon la WHO, la myocardite est une maladie inflammatoire du myocarde qui est diagnostiquée sur base de critères histologiques, immunologiques et immunohistochimiques associés à une nécrose myocytaire non ischémique. Donc, la biopsie endomyocardique permet de poser le diagnostic de certitude. Elle montre des infiltrats inflammatoires du myocarde, une nécrose myocytaire d'étiologie non ischémique et on la voit sous différentes formes, lymphocytaire, eosinophile, polymorphe, cellules géantes. Pour ce qui est de l'IRM cardiaque, elle représente le gold standard en imagerie pour le diagnostic positif différentiel et la caractérisation tissulaire. Alors, la première question, est-ce que ça fait partie des MINOCA ou pas? Elle a été longtemps considérée comme MINOCA, notamment dans les guidelines de la revascularisation et les anciennes guidelines du NSTEMI, mais cette classification était très débattue parce que justement, la myocardite, c'est plus une souffrance myocardique par inflammation qu'une réelle ischémie. Mais donc, les dernières guidelines du NSTEMI en 2020 ont permis de trancher. Donc, dorénavant, la myocardite et le Takotsubo ne sont plus considérés comme des MINOCA, mais comme des diagnostics différentiels. Alors, pour ce qui est des étiologies, elles sont variées, mais il y a 3 grands groupes, étiologie infectieuse, immunomédiée et toxique. La myocardite virale est l'étiologie la plus fréquente et les cardiomyopathies du péripartum sont considérées comme en fait une entité à part. Donc ici, tiré des guidelines de l'ESC, on voit les différentes causes, à commencer par les causes infectieuses qui peuvent être bactériennes, fongiques, parasitaires, mais surtout virales. Donc je peux citer les Coxsackie,
les virus respiratoires, mais aussi l'adénovirus ou le parvovirus. Mais donc voilà, c'est la cause la plus fréquente. Il y a les causes immunologiques avec des allergènes, notamment les toxines tétaniques, les vaccins, certains médicaments, la pénicilline, la colchicine. Attention aux furosémides qui donnent aussi des myocardites, les sulfonamides, phétoïnes ou méthyldopa, etc. Il y a des allo-antigènes qu'on voit par exemple lorsqu'il y a des rejets de greffe de transplantation cardiaque, des auto-antigènes avec des maladies auto-immunes ou des infections lymphocytaires. Et puis, il y a les causes toxiques après ingestion de drogues, notamment les amphétamines ou la cocaïne, les métaux lourds tels que le fer, le plomb, les hormones, attention au phéochromocytome et au beriberi, ou alors les agents physiques tels que la radiation ou le choc électrique. Pour ce qui est de l'épidémiologie, l'incidence réelle est vraiment difficile à estimer parce qu'en myocardite est souvent sous-diagnostiquée. Mais selon cette étude publiée dans le American Journal of Cardiology en 2019, la myocardite aiguë a été recensée dans 22 cas sur 100 000 habitants par an comme incidence. Donc, les formes évoluant vers l'insuffisance cardiaque représentent 0,5 à 4% des cas et dans les séries autopsiques, 0,5 à 0,1% de la population générale avait en fait des myocardites. 1 à 5% des patients avec infection virale vont développer une myocardite et la mortalité est quand même assez importante. Elle est de l'ordre de 20% la première année et chute considérablement au-delà de 3 ans. Elle est plus fréquente chez l'adulte entre 30 et 50 ans et avec une prédominance féminine. Pour ce qui est de la physiopathologie, on va parler plus des atteintes virales. Donc, il y a 3 phases successives. Il y a la première phase, c'est l'invasion virale avec une activation des récepteurs dits Pattern Recognition Receptors, tels que les récepteurs TOL et PARP, avec une synthèse de cytokines pro-inflammatoires. Ensuite vient la réaction auto-immune qui va faire intervenir les cellules T et B avec une destruction myocytaire et une production aussi de cytokines pro-inflammatoires, et essentiellement les interleukines 1 et 6 et les TNF-alpha. Ensuite, soit la myocardite va guérir, soit elle va évoluer vers la cardiomyopathie dilatée, à une phase tardive qui est secondaire en fait à une persistance virale, une pérennisation de l'inflammation ou de la réaction auto-immune et aussi à la fibrose diffuse. Donc, il y a des périodes de transition qui sont plus ou moins longues entre ces différentes phases, mais il ne faut pas oublier aussi que la prédisposition génétique joue un grand rôle dans le développement de la myocardite, mais aussi dans son évolution vers la CMD. Donc ici, c'est juste pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'auto-anticorps qui peuvent être impliqués, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Pour résumer un petit peu, donc voilà, nous avons le background de la génétique avec un agent pathogène qui peut être infectieux ou non infectieux, qui va donner en phase 1 des dommages myocardiques et une toxicité de la cellule myocardique, qui va évoluer en phase 2 soit vers la guérison, soit vers la myocardite autoréactive qui va évoluer vers la chronicité. Pour ce qui est des présentations cliniques, la présentation la plus commune, c'est la présentation du syndrome coronarien aigu-like avec des douleurs thoraciques aiguës qui surviennent souvent 1 à 4 semaines après une infection, avec des modifications du segment ST ou de l'an de T. On retrouve souvent des sus-décalages du segment ST, avec ou sans trouble de la cinétique et une dysfonction VG ou VD qu'on peut voir en ETT ou en IRM. Et puis, pour ce qui est des troponines, elles peuvent être élevées tout comme elles peuvent être normales. Donc, la deuxième présentation, c'est celle de l'insuffisance cardiaque aiguë, sans cause coronarienne ou autre, avec des signes cliniques d'insuffisance cardiaque, une dysfonction VG ou VD, après infection respiratoire ou digestive ou dans le postpartum. À l'ECG, on peut avoir des anomalies qui sont diverses, à type de BAV, de bloc de branche ou de troubles du rythme. La troisième présentation est celle de l'insuffisance cardiaque chronique. La particularité, c'est qu'ici, les symptômes vont évoluer de plus de 3 mois et puis on retrouve la même clinique et imagerie ou même ECG que celui qu'on peut retrouver dans l'insuffisance cardiaque aiguë. La dernière présentation est heureusement celle qui est la plus redoutable, c'est la présentation de chocs cardiogéniques, de mort subite ou d'arythmies sévères qui peuvent être menaçantes pour le pronostic vital. Alors pour ce qui est du diagnostic,
il y a un rôle majeur qui est joué par l'imagerie, essentiellement par l'IRM cardiaque et par l'échographie cardiaque. Le diagnostic de certitude, quant à lui, n'est apporté que par la biopsie endomyocardique, mais la biopsie n'est pas réalisée en routine parce que c'est un examen invasif. Il faut des équipes qui soient entraînées, mais donc en pratique, elle est quand même recommandée à chaque fois que le diagnostic est suspecté. Il est suspecté devant quoi? Devant certains critères qui ont été bien établis par l'ESC. Donc, il y a les présentations cliniques dont on a parlé, et puis il y a les critères diagnostiques. D'abord, le CG, stress ou Holter. On peut avoir des modifications électriques diverses qu'on a citées tout à l'heure. On peut avoir des marqueurs de cytolyse et de souffrance myocardique avec une élévation de troponine, tout comme on peut aussi avoir des anomalies fonctionnelles ou structurelles qu'on voit à l'échographie, en angiographie ou en IRM cardiaque. Et on peut également avoir une caractérisation tissulaire en IRM qui est quasi pathognomonique lorsqu'on a de l'œdème et un rehaussement tardif qui est sous-épicardique qu'on verra plus tard. Donc, qu'est-ce qui est recommandé? À chaque fois qu'on a une suspicion clinique de myocardite, il faut voir les critères cliniques. Est-ce que ça correspond ou pas? Il faut hospitaliser le patient, le surveiller, exclure d'abord l'atteinte coronaire, donc la coronarographie, elle est systématique, et puis réaliser une biopsie endomyocardique. À l'ECG, comme déjà cité, on peut avoir plusieurs anomalies, mais l'anomalie la plus fréquente est le sus-décalage du segment ST qui peut mimer un véritable STEMI avec un sus-décalage du segment ST et un miroir. Et ici, dans cette étude de 2019, dans Circulation, en fait, elle a démontré que ces anomalies électriques n'avaient aucun rapport avec le pronostic des patients, mais qu'elles étaient plus le reflet de cette inflammation et de cet œdème de la paroi. Et d'ailleurs, le sus-décalage va disparaître progressivement au fur et à mesure que l'inflammation disparaît. Pour ce qui est de l'échocardiographie, elle permet d'exclure d'abord les diagnostics différentiels tels que les valvulopathies. Elle permet un monitorage et un suivi des patients, voir la fonction ventriculaire, la dilatation des cavités, l'épanchement péricardique ou l'épaisseur pariétale. Les anomalies peuvent être retrouvées. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver une dysfonction ventriculaire globale, on peut retrouver une dysfonction diastolique, des troubles de la cinétique segmentaire. Donc, la myocardite, elle peut en fait mimer une cardiomyopathie dilatée, ischémique, restrictive ou même hypertrophique. Il y a le cas particulier de la myocardite fulminante qui en fait va donner une réponse inflammatoire intense avec un œdème interstitiel et qui va se manifester par une cardiomyopathie hypokinétique avec un VG qui n'est pas dilaté mais qui est épaissi avec cet œdème. Et le rôle des nouvelles techniques d'imagerie, strain ou strain-rate, sont en cours d'étude. Il ne faut pas hésiter à répéter l'échocardiographie à chaque fois qu'il y a une altération de l'hémodynamique du patient. Donc ici, nous avons le cas d'un patient qui était admis pour une myocardite sévère, qui était secondaire à une pneumonie en fait. Et on voit donc qu'il y a une altération importante de la fonction globale du ventricule gauche. On voit aussi qu'il y a une IM secondaire qui est fonctionnelle. On voit le tensine de la valve mitrale et le tédrine des feuillets. Donc, pour ce qui est de l'IRM cardiaque, c'est vraiment la technique la plus sensible. Elle permet une évaluation fonctionnelle de la fraction d'éjection, des volumes, mais aussi une évaluation qui est morphologique. Il y a la triade spécifique de la myocardite en IRM, ce sont les critères de Lake-Louise en fait. Donc, il y a de l'œdème qui apparaît par un hypersignal T2 ou qu'on voit aussi au niveau des séquences de diffusion. Le deuxième critère, c'est l'hyperémie qui se manifeste par un rehaussement qui est précoce sous gadolinium. Et puis le rehaussement tardif qui est sous-épicardique. Donc le rehaussement tardif, il atteint de façon préférentielle dans la myocardite la paroi latérale. Il est focal quand il s'agit d'une évolution qui est de moins de 5 jours et devient de plus en plus diffus au-delà de 5 jours, puis disparaît progressivement. Donc ici, nous avons l'exemple d'un jeune patient de 19 ans qui avait consulté pour une douleur thoracique avec un syndrome inflammatoire. Et on voit bien, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on voit bien les 3 bandes verticales d'hypersignal sous-épicardique avec qui loge au niveau de la paroi latérale médiane et apicale. Ici, on voit bien l'œdème qu'on voit en hypersignal, surtout au niveau apical. Là, ici, on a l'exemple
d'une jeune patiente de 21 ans qui a fait une mort subite ressuscitée avec un bilan étiologique négatif, avec une coronarographie qui était normale, une échographie normale, qui avait par contre une CRP et un fibrinogène qui est élevé, donc un syndrome inflammatoire. Et à l'IRM, on voit bien cet hypersignal nodulaire inférolatéraux basal. Cet autre cas est celui d'un patient de 43 ans qui s'est présenté pour un tableau de syndrome coronarien aigu typique. En fait, c'était un minoca, donc les coronaires étaient saines. Et 5 jours après, nous avons réalisé cet IRM qui avait montré une bande médiopariétale circonférentielle avec une prédominance tout de même septale. Donc, pour ce qui est de l'imagerie nucléaire, elle n'est pas recommandée en routine, sauf en cas de suspicion de sarcoïdose. La sensibilité elle est variable avec une faible spécificité et la scintigraphie peut être faite au thallium ou au technetium. Le PET scan est plus spécifique, mais voilà, il est plus coûteux, il n'est pas toujours accessible et la détection d'atteinte extracardiaque doit faire évoquer la sarcoïdose. Pour ce qui est des biomarqueurs, il y a les marqueurs inflammatoires, CRP-VS, qui sont quasi toujours élevés. Troponine et BNP peuvent avoir des taux normaux ou augmentés. Les anticorps viraux par la réalisation des sérologies virales, mais sont limités au diagnostic des myocardites virales et ils n'ont pas de réelle corrélation entre ces sérologies-là et la biopsie endomyocardique. Pour ce qui est des auto-anticorps cardiaques sériques, ils ne sont pas encore validés, mais ils sont en cours de recherche. Alors, pour ce qui est de la prise en charge, il y a plusieurs anglais. Donc, les troubles du rythme, il faut suivre les guidelines de toute façon pour les gérer. Il faut différer la pose du DAI au-delà de la phase aiguë parce qu'il faut laisser le temps au patient de voir s'il va récupérer. Mais il y a certains signes d'alarme qu'il faut absolument connaître lorsqu'il y a une bradycardie sinusale, des QRS larges, une majoration de l'hypokinésie ou une fluctuation, une persistance des troponines. Attention, c'est un signe précurseur souvent d'arythmie sévère. L'insuffisance cardiaque, à chaque fois qu'il y a une instabilité hémodynamique, il ne faut pas hésiter à envoyer les patients à un centre spécialisé. On peut avoir recours à l'assistance circulatoire ou cardiopulmonaire au besoin. Et puis, même raisonnement que pour le DAI, pour la transplantation cardiaque, elle est à différer au-delà de la phase aiguë. Pour ce qui est des traitements spécifiques, il y a les immunomodulateurs type antiviraux, immunoglobulines ou interférents. Et puis, il y a les immunosuppresseurs, stéroïdes, azathioprine et cyclosporine. Mais attention ici, jamais d'immunosuppresseur sans avoir éliminé une cause virale par biopsie endomyocardique plus PCR. Et puis, bien sûr, un repos physique jusqu'à la guérison. Et chez les athlètes, il faut aller jusqu'à au moins 6 mois de repos. Pour ce qui est de l'évolution et du suivi, donc l'évolution peut aller vers la guérison complète ou partielle, tout comme elle peut évoluer vers la récidive qui peut se voir parfois des années après le premier événement, et puis l'évolution vers la CMD ou l'insuffisance cardiaque chronique. Donc, le suivi clinique doit se faire à long terme par la clinique, le CG. Le suivi clinique non invasif si la FE est préservée ou récupérée. Et s'il y a aggravation clinique, il ne faut pas hésiter à refaire la biopsie. Donc, je termine par ce cas clinique de COVID-19 et myocardite. En fait, c'est un patient italien de 63 ans qui était en vacances en France. Donc là, on voit bien sur l'ATDM les images typiques de Crazy Pevin. À l'ECG, on voit les T négatifs diffuses. À l'échographie, on voit l'HVG et en IRM, on voit cet rehaussement sous-épicardique. Donc, de façon générale, pour le COVID-19, les lésions myocardiques sont relativement fréquentes, représentent jusque 23% des cas, avec une atteinte inflammatoire et ou auto-immune qui n'est pas claire, une morbidité et mortalité qui est plus élevée. La mortalité dans le groupe avec atteinte myocardique est significativement plus élevée, de l'ordre de 51,2%. Donc, les messages à retenir, d'abord, la myocardite n'est plus considérée comme minoca, mais comme un diagnostic différentiel. C'est une affection rare, mais pouvant être mortelle. Les mécanismes physiopathologiques intriqués sont complexes, viral, auto-immun et génétique. Et il y a un rôle majeur de l'IRM cardiaque et de la biopsie. Le traitement repose sur le repos, sur la jugulation de l'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme et traitement spécifique au cas par cas. Et puis, n'oublions pas que dans le COVID-19 et la myocardique, elle n'est pas si rare que ça, donc il faut savoir y penser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Sans plus tarder, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous parler aujourd'hui de la thématique d'aujourd'hui, qui est l'attaque Otsubu.
Voilà, donc en guise d'introduction, on parle de Takotsubo, on fait appel au Minoka, même si maintenant on le considère comme un diagnostic différentiel, mais qui est en fait, Minoka, c'est un nouveau concept apparu lors de l'ESC 2017 et qui a remplacé le terme d'IDM à coronaire saine. Donc aussi, le diagnostic de Minoka repose sur 3 critères. On doit avoir des critères d'IDM, des artères coronaires angiographiquement non obstructives, avec l'absence de présomption clinique d'un diagnostic alternatif expliquant la présentation. Donc, il y a plusieurs étiologies de Minoka et parmi les causes cardiaques non ischémiques, on trouve la cardiopathie de Takotsubo. Minoka reste un diagnostic transitoire qu'on évoque au décours d'une coronarographie qui est faite dans la suite d'un IDM aigu et qui nécessite des investigations qui soient invasives ou non invasives pour pouvoir préciser l'étiologie. Alors, dans le cadre du Takotsubo, généralement, on demande une échographie, une ventriculographie et une IRM. Donc, pour aborder notre chapitre, je vais projeter ce cas clinique, qui est un cas réel d'une patiente âgée de 68 ans, ayant comme facteur de risque cardiovasculaire l'âge, l'HTA et tabagisme sevré, et comme antécédents médicaux, une ostéoporose au stade de tassement vertébraux, une polyarthrite rhumatoïde depuis 4 ans avec échec de méthotrexate, qui a présenté une chute de sa hauteur avec point d'impact crânien et aussi sur le bras gauche et thoracique gauche sans perte de connaissance initiale. La patiente a gardé une douleur thoracique précordiale et intercostale gauche d'allure pariétale avec impossibilité d'inspiration profonde. Moi, j'arrive pas à défiler. J'ai un problème, j'arrive pas à défiler. Cliquez à l'aide de la souris. C'est bon, c'est bon. Donc, à l'examen clinique, elle avait un état hémodynamique qui était stable, avec une bonne saturation à l'air ambiant. Elle était eupnéique au repos, avec une douleur thoracique à la palpation et à la mobilisation. Et le reste de l'examen était sans particularité. Alors, le CG inscrivait un rythme régulier sinusal à QRS fin avec des ondes T négatives en inférolatéral, une radiothorax qui a été faite revenue normale et sans signe de fracture des côtes, et un avis traumatologique qui relevait en fait, qui avait en fait conclu à un traitement symptomatique simple, un traitement antalgique simple. Donc cette patiente a bénéficié d'une ETT qui avait montré une dysfonction VG avec une FEVG qui était estimée à 35%, une hypokinésie sévère des segments moyens et apicaux sur l'incidence 4 cavités des parois inféroseptales et antérolatérales. Sur le plan biologique, elle avait une troponie initialement normale, puis en cinétique de Ross et qui est arrivée à 3 microgrammes par litre avec une élévation du taux de la pro-BNP, et le reste du bilan sanguin était normal. Donc, devant la douleur thoracique prolongée, rebellose antalgique usuelle, la présence de facteurs de risque cardiovasculaire, des troubles de repolarisation à l'ECG, la cinétique de la troponine, aussi les troubles de cinétique segmentaire et dysfonction VG à l'ETT, un syndrome coronarien aigu ST- dans un contexte traumatique n'était pas éliminé. Donc, une coronarographie a été réalisée et qui avait montré un réseau coronarien dominant droit avec des plaques non significatives sur la coronaire droite et un réseau coronaire gauche qui était normal. Donc, à ce stade, on pouvait évoquer un Minoka. Une ventriculographie gauche a été réalisée du moment que la patiente avait bien sûr une fonction rénale qui était correcte et qui avait montré un aspect de ballonisation apicale avec hyperkinésie des segments basaux du VG, ce qui était très évocateur d'un Takotsubo dans sa forme typique apicale. Donc, vu le contexte immunologique de la patiente, une myocardite n'était pas à écarter aussi, une IRM a été réalisée, mais qui est revenue en faveur d'un aspect de cardiomyopathie de Takotsubo, avec une hypocontractilité majeure des segments médians et apicaux du VG et une contractilité normale de sa portion basale et une FEVG qui a été estimée à 36%. Donc, la patiente a bien évolué sous traitement de l'insuffisance cardiaque, associant un bêta-bloquant et un IEC sous dose optimale au bout de 4 semaines, avec récupération de cinétique segmentaire et une FEVG qui était normale. Donc, le diagnostic retenu final était le syndrome de Takotsubo typique dans sa forme apicale, survenant dans un contexte de traumatisme thoracique. Alors, le syndrome de Takotsubo, ou encore appelé syndrome du cœur brisé ou syndrome du ballonnement apical, est un syndrome qui a été décrit pour la première fois au Japon en 1990 et qui lui a donné en fait d'ailleurs le nom de Takotsubo, vu qu'il était que la forme, bien sûr, sur la ventriculographie, elle ressemblait à un vase qu'on utilisait généralement chez les pêcheurs japonais comme un piège à poule.
Donc, l'incidence était de 10,7% parmi tous les myocardes et elle se caractérisait par une dysfonction VG aiguë et transitoire en lien avec une sidération myocardique en l'absence de coronaropathie obstructive sous-jacente et qui mime un tableau d'infarctus du myocarde. Donc, le syndrome de Takotsubo représente 1 à 3% des patients avec une suspicion de syndrome coronarien aigu. Cette proportion augmente jusqu'à 5 à 6% dans une population uniquement féminine. Donc, environ 90% des malades sont des femmes en post-ménopause avec un âge moyen de 65 à 70 ans. Et bien sûr, cette nette prédominance suggère une influence hormonale de la genèse du Takotsubo et le rôle de l'oestrogène qui à la fois influence le tonus vasomoteur par la régulation de la production du monoxyde d'azote endothélial et en même temps, il atténue la vasoconstriction qui est liée aux catécholamines. Donc, les mécanismes physiopathologiques du Takotsubo ne sont pas encore complètement élucidés, ça reste juste des hypothèses. Néanmoins, plusieurs études ont montré le rôle du système nerveux sympathique à l'occasion, bien sûr, d'un facteur déclenchant émotionnel, physique ou combiné, qui va déverser un excès de catécholamine qui sera à l'origine de troubles de la cinétique par toxicité directe. On peut avoir aussi des spasmes microvasculaires, une dysfonction des artères coronaires qui peuvent aussi attribuer, ou bien ils peuvent avoir un rôle dans cette atteinte. Donc, la présentation clinique, comme on vient de dire, est dans la majorité des cas des femmes en postménopause. Dans la moitié des cas, on peut trouver une pathologie neurologique ou psychiatrique associée. Alors, elle peut se présenter dans un tableau de douleur thoracique dans 75% des cas, une dyspnée dans 47% des cas, un état de choc dans 10% des cas, un syncope dans 8% des cas. À l'ECG, on peut avoir un sus-décalage dans 44% des cas, un allongement de l'espace QT dans 48% des cas, une inversion de l'an de T, comme on a vu chez notre patiente, ou bien une arythmie. Alors, la biologie va nous montrer une élévation modérée des troponines dans 87% des cas avec une élévation du taux de BNP. L'ETT, dans le cas de Takotsubo, montre généralement à la phase aiguë un effet qui est très altéré par rapport à un syndrome coronarien aigu, avec des anomalies circonférentielles de la contraction qui s'étendent au-delà d'un territoire vasculaire épicardique. La coronarographie, bien sûr, ne va pas montrer de lésions coronaires ou des lésions qui ne sont pas importantes, mais certaines études ont révélé que des malades peuvent avoir une pathologie coronaire associée dans 15% des cas. Alors, la ventriculographie, elle a permis de nous montrer 4 formes qui ont été décrites en fonction de la distribution myocardique des troubles de la cinétique. Alors, on trouve la forme apicale qui est la plus fréquente dans 80% des cas, et plus rarement, on a la forme médio-ventriculaire, la forme basale et aussi la forme focale. Et selon des études, il a été décrit aussi des formes biventriculaires, des formes du VD isolées, mais le diagnostic était difficile vu la multiplicité des diagnostics différentiels. Alors, cette atteinte, ces différentes atteintes, selon bien sûr certaines études, ils préconisent que c'est en rapport avec une répartition inégale et aussi hétérogène des récepteurs bêta-adrénergiques au niveau du myocarde. Donc, les critères de diagnostic les plus récents mettent en évidence le rôle essentiel de l'IRM, non seulement pour la caractérisation de la morphologie, mais aussi pour l'exclusion de ces principaux diagnostics différentiels, notamment la myocardite et l'infarctus. Donc, dans le cas de Takotsubo, on aura un œdème sur les séquences T2 au niveau des segments dysfonctionnels et on aura l'absence du rehaussement tardif qu'on voit généralement dans le cas de myocardite, par exemple. Mais dans 9% des cas, on peut avoir des taches de fibrose et qui constituent des facteurs de pronostic. Alors, pour simplifier la détection, plusieurs critères ont été élaborés, notamment les critères de Mayo Clinic qui ont été utilisés au cours des dernières années. Mais l'ESC a proposé dans son consensus une mise à jour avec introduction de critères du registre international du Takotsubo. Alors, ces principaux changements sont que le phéochromocytome n'est désormais exclu du diagnostic du Takotsubo. La présence d'une atteinte coronaire objectivée à la coronographie n'est plus en contradiction avec un diagnostic de Takotsubo. Et la possibilité de rares cas de troubles de la cinétique dans un territoire artériel peut aussi se voir, notamment dans les Takotsubo focales. Alors, en intégrant toutes ces données, les experts de l'ESC ont proposé un algorithme de prise en charge devant une douleur thoracique et ou une dyspnée. Tout patient avec un sus-décalage doit bénéficier d'une coronarographie. En absence de sus-décalage, la suspicion d'un
Takotsubo doit mener au calcul d'un score qu'on appelle le score intertech. Si celui-ci se trouve dans une probabilité faible ou intermédiaire avec un score qui est inférieur ou égal à 70 points, une choro doit être réalisée. En présence d'une forte probabilité, l'échographie peut être réalisée en première intention. En présence aussi des anomalies de la cinétique typique de Takotsubo chez un malade qui est stable, on peut aussi faire un choroscan pour éliminer une maladie coronaire. Et en absence d'atteinte coronaire, il ne faut pas oublier de chercher les signes d'une myocardite, notamment une virose, une élévation du taux de la CRP ou bien un épanchement péricardique. Et en moindre doute, on peut réaliser une IRM cardiaque. Alors, pour les complications, le Takotsubo, même si c'est une pathologie qui est réversible, l'instabilité hémodynamique et électrophysiologique à la phase aiguë peut exposer les patients à des complications graves, notamment une insuffisance cardiaque et peut évoluer vers un état de choc cardiogénique. Les troubles de rythme graves comme une torsade de pointe, une TV ou une IFV qu'on peut voir dans 3 à 8% des cas et qui sont le plus souvent responsables de décès, et des complications thromboemboliques, vu bien sûr l'hypokinésie sévère et les acnésies qui vont favoriser la formation de thrombus. Alors, des facteurs de mauvais pronostic qu'on peut voir sont un stress physique, une pathologie neurologique ou psychiatrique préexistante, l'élévation du taux de troponine qui est supérieur à 10 fois la normale, une FEVG altérée et aussi le sexe masculin. Il faut savoir aussi que le Takotsubo peut récidiver dans environ 5% des cas, le plus souvent entre la 3e semaine et 3 ans après le premier épisode. Les facteurs déclenchants et la forme du Takotsubo peuvent différer entre les 2 épisodes. Alors, pour la prise en charge à la phase aiguë, bien sûr, on ne peut pas faire la différence entre un Takotsubo et un syndrome coronarien aigu. Donc, ce qui est fait généralement, c'est que le patient il reçoit un traitement antithrombotique avec un traitement de l'insuffisance cardiaque et des statines. Et lorsque le diagnostic est établi, si on a une athérosclérose concomitante, on peut garder les statines et l'aspirine. Et la suite du traitement, bien sûr, elle va dépendre de la gravité de l'attente. Devant un état de choc, il faut d'abord chercher une obstruction dynamique de la chambre de chasse, qui est généralement en rapport avec cette hyperkinésie basale. Et si elle est présente, bien sûr, l'administration des catécholamines elle est contre-indiquée puisqu'elle va aggraver l'obstruction et elle aggrave aussi les troubles de la cinétique du myocarde. Donc, ce qui est préconisé, c'est d'utiliser le lévocimandin, qui est un sensibilisateur calcique et qui est une alternative intéressante. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués au cours de la phase aiguë. On a aussi l'utilisation de diurétiques ou bien de nitrates, ou aussi l'utilisation d'une contre-pulsion intra-aortique n'est pas de mise puisque ça peut entraîner une augmentation du gradient transaortique. Alors, dans les atteintes les plus sévères, on peut avoir recours à un dispositif d'assistance ventriculaire temporaire, tel qu'une ECMO, qui peut permettre d'atteindre bien sûr une récupération de la fonction cardiaque. Alors, dans les cas les moins sévères, on a les bêta-bloquants qui sont bénéfiques pour accélérer bien sûr l'amélioration de la FEVG en association aux IEC et aux ARA2. Et aussi, il ne faut pas oublier l'anticoagulation devant des complications thromboemboliques. Pour les arythmies, il faut bien sûr éviter les médicaments qui peuvent allonger le QT. Et aussi, vu que le Takotsubo est une maladie réversible, l'utilisation d'un défibrillateur automatique n'est pas d'utilité prouvée et doit être décidée au cas par cas. Pour le traitement en long cours, c'est surtout les IEC et les ARE2 qu'on peut associer aux bêta-bloquants. Alors, juste devant, bien sûr, le contexte actuel de la pandémie, j'ai voulu partager avec vous un article publié au nom de la Société européenne de cardiologie par des auteurs suisses. Il s'agit du premier cas de Takotsubo dans le cadre d'une infection Covid-19 publiée en avril 2020. Qui, selon l'article, peut être un facteur déclenchant potentiel de ce syndrome, en dehors, bien sûr, des autres facteurs qui ont été reconnus de la lésion myocardique au cours du Covid-19, à savoir le sepsis, l'hypoxémie, les cardiopathies ischémiques sous-jacentes et aussi les myocardites. Donc, en attendant de plus d'études dans ce sens, je vais passer à la conclusion. Donc, la cardiomyopathie de Takotsubo est une pathologie cardiaque aiguë et transitoire qui mime un infarctus du myocarde. Touche préventionnellement les femmes ménopausées dans les suites d'un stress intense. Donc, on n'a pas de mécanisme physiopathologique, certains qui ont été élucidés, mais le lien entre le cerveau et le cœur semble jouer un rôle important. Et son diagnostic, bien sûr, est basé sur un faisceau d'arguments. Le traitement est celui d'une insuffisance cardiaque AFE altérée.
Il faut savoir aussi que autrefois, le Takotsubo était considéré comme une maladie, mais selon les dernières études, il présente des complications hospitalières et une mortalité qui est comparable à celle d'un syndrome coronarien aigu. Voilà, je vous remercie.